Il y a qu'un qui marche. Alors, bien. Donc, on va regarder ensemble ces questions qui ont été posées comme devoir, parce qu'elles étaient assez techniques et on s'est lancé avec Valérie dans le, dans le QCM pour s'amuser. Et pensant aussi vous amuser un petit peu, vous faire réfléchir. Et aussi pour avoir pour vous inciter aussi, enfin, vous obliger plutôt, à donner des réponses précises qui seraient donc le fruit de votre réflexion, qui peut être longue par contre, votre réflexion. Mais la réponse doit être courte. Plus la réflexion est longue, plus la réponse est courte. Donc voilà, ça oblige à synthétiser, c'est le but du jeu. Et ce qu'on voulait faire aussi, là, le pourquoi, c'est pour vous faire brasser un petit peu les notions principales avec les termes importants, conception, voilà, toutes ces choses-là. Existence véritable, absence d'existence véritable, soi, non-soi, toutes ces choses, qu'elles soient bien acquises ou innées. Bon. Donc la première, c'était bien parti. Quelle forme d'ignorance constitue la racine du samsara? Il n'y avait pas de piège. C'était quoi alors? Par les groupes, là, qu'est-ce que vous avez dit dans votre... Il y a un facilitateur qui veut bien répondre. Peut-être... Hein? Quelle forme d'ignorance constitue la racine du samsara? Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs racines? Non. Voilà, ça c'est une réponse. Non, pas possible. Il y a une racine. C'est l'ignorance. Oui, Valérie? Alors dans notre groupe, il est ressorti, mais on n'était pas sûr que c'était la conception innée de l'existence en soi. Ouais, même. Après, il faut préciser un petit peu. L'existence en soi, de quoi? Des personnes et des phénomènes. Voilà, c'est ça. C'est la conception innée du soi, on peut dire, hein, ou de l'existence en soi, ou du soi, comme vous voulez, des personnes et des phénomènes. C'est ça. Et la vue de l'ensemble destructible, hein, Jikta, c'est où ça? C'est pas la racine du samsara? Jikta. La VED. La vue de l'ensemble destructible. C'est synonyme. Synonyme de quoi? De la conception de l'existence en soi, des phénomènes, des personnes. Okay. C'est un cas particulier. Voilà, c'est un cas particulier. Après, des personnes. Sur, donc, le jeu. C'est inclus, on va dire, dans la conception innée des personnes. Très bien. Voilà la réponse qu'il fallait donner. Donc, la conception innée quelle forme d'ignorance constitue la racine du samsara? La conception innée, hein, on est bien d'accord, hein, et conception aussi. Hein. Conception ou saisie, si vous voulez. La conception innée du soi des personnes, en particulier donc la vue de l'ensemble destructible, et des phénomènes. Donc voilà, c'est ça qu'il faut éliminer. Hein, c'est cette ignorance qu'il faut éliminer pour se libérer du samsara. Okay. Donnez un exemple d'ignorance qui ne constituerait pas la racine du samsara, ou qui ne constitue pas la racine du samsara. Là, vous aviez le choix. Hein. Vous pouviez dire plein de choses. Allez, alors, donnez-moi des réponses, là. Qu'est-ce que vous avez dit? Ouais. Comment? La distance de la Terre au Soleil. Ok, je répète, ouais, ça va. La distance de la Terre au Soleil. Ok. C'est une ignorance qui ne constitue pas la racine du samsara. Très bien. Une autre? La loi de causalité. Oui, mais quoi, le karma? C'est l'ignorance du karma, tu veux dire? Oui, ça fait partie de l'ignorance, oui, ça fait partie de l'ignorance, mais ça ne constitue pas la racine du samsara, non. Oui, on peut dire ça, oui. D'accord, ça marche. La distance de la Terre à la Lune, ou de la Terre au Soleil.
Ne pas le savoir. Ne pas le savoir. Oui. L'ignorance de cela. Ne pas savoir, ne pas connaître la distance qu'il y a entre la Terre et le Soleil. Ouais. Ne pas connaître la loi de causalité. Ouais. C'est une ignorance qui n'est pas la racine du samsara. Ouais. Tout à fait. Ouais, laissez-le allumer, comme ça sera. Est-ce qu'on peut dire aussi les saisies acquises, à défaut des saisies innées? Les saisies, la conception acquise. Oui. La conception innée de l'existence en soi étant l'origine, la conception acquise de l'existence en soi n'en est pas. Oui, très bien. Ça marche. Hein? Oui. D'autres? Ignorer à quelle heure part le prochain train pour Toulouse. Par exemple. Voilà. Bon, on peut dire vraiment tout ce qu'on voulait là. Hein. Il y avait plein de choses. Donc, c'est facile, ça. Ensuite, la conception acquise d'un soi. La conception acquise d'un soi ne constitue pas la racine du samsara. Hein? Pourquoi? Pourquoi la conception acquise d'un soi n'est pas la racine du samsara? Hein? Il faut les deux quoi? Il faut les deux, dites. Oui, la conception innée, oui, qui est la racine du samsara. Alors pourquoi la conception acquise n'est pas la racine? Elle est acquise par raisonnement. Basé sur pourquoi la conception acquise n'est pas la racine du samsara? Parce qu'elle est? Elle n'est pas innée. Elle n'est pas innée, voilà. Ok, si tu veux. Ouais. Elle n'est pas innée. Parce qu'elle fait suite à une démarche intellectuelle ou. Et ça ne suffit pas, ça? Ça n'a pas la racine? Parce qu'elle fait suite à une démarche intellectuelle. Et parce que certaines espèces n'ont pas de démarche intellectuelle et pourtant elles sont quand même dans le samsara. Exactement. Voilà. Les oiseaux, par exemple, n'ont pas de démarche intellectuelle. Ils sont quand même dans le samsara. Ouais. Ouais, très bien. On pourrait dire plein de choses parce que la conception acquise d'un soi ne constitue pas l'ignorance perturbatrice. La conception acquise d'un soi n'est pas l'ignorance perturbatrice. Hein? C'est une forme d'ignorance, mais ce n'est pas l'ignorance qui fait partie des perturbations. L'ignorance est une perturbation mentale, hein? Vous êtes bien d'accord? On appelle l'ignorance perturbatrice. La conception acquise d'un soi n'est pas une ignorance, n'est pas une perturbation mentale. C'est une méconnaissance. Parce qu'on pouvait dire aussi parce qu'elle n'existe pas depuis des temps sans commencement, puisqu'on vient de l'acquérir. Hein? Donc cette conception acquise d'un soi, on l'a acquise comme ça. Elle n'existe pas depuis des temps sans commencement. Alors que la conception innée d'un soi existe depuis des temps sans commencement. Et oui, la conception innée d'un soi existe depuis des temps sans commencement. La conception innée d'un soi, elle se trouve dans l'esprit de tous les êtres ordinaires, hein, qui ont pas réalisé la vacuité. Et tandis que la conception acquise d'un soi ne se trouve pas dans l'esprit de tous les êtres. Donc, ce n'est pas la racine du samsara. Sinon, si c'était le cas, si la conception acquise d'un soi était la racine du samsara, peu de gens seraient prisonniers du samsara. Hein? Ce ne serait pas tout le monde. Il y aurait très peu de gens qui seraient prisonniers du samsara. Il n'y a que ceux qui auraient une conception acquise d'un soi parce qu'ils auraient étudié les systèmes philosophiques. Ceux qui n'ont pas étudié les systèmes philosophiques ne seraient pas prisonniers du samsara. Donc c'est absurde. Ça va? Qu'est-ce que la vue de l'ensemble destructible, VED, le jikta en tibétain? Donc ça, vous l'avez déjà dit ce matin. Donc c'est la conception de l'existence en soi. C'est la conception de l'existence en soi, ou véritable, si vous voulez, de sa propre identité, hein, en relation à son propre continuum mental, et pas à celui de quelqu'un d'autre. Okay. Pour la vue de l'ensemble destructible qui appréhende mien, qu'est-ce que c'est alors à ce moment-là, hein? C'est la conception de l'existence en soi de mien. Par exemple, dans les yeux, par exemple. Ce n'est pas les yeux, c'est
mes yeux. Hein, ou c'est voilà, c'est quelque chose qui est mien. C'est pas l'objet en question. Faire attention parce qu'on peut se tromper, on peut penser que c'est mes yeux. Mais non, c'est pas mes yeux, c'est mes. C'est le mien. C'est la notion de mien que l'on met dans les yeux, que l'on met dans son corps, que l'on met dans ce qu'on veut. Hein. Donc la vue de l'ensemble destructible qui appréhende le mien, c'est la conception de l'existence véritable, l'existence en soi, de ce qui est à moi. Hein. Par exemple, dans les yeux. Par exemple, les yeux sont le support, on va dire les yeux sont le support de mon identité. Je m'identifie à mes yeux, mais je pense que c'est mes yeux. C'est le support de mon identité. Et c'est pas ce que je... Les yeux, c'est le support de mon identité, mais ce n'est pas ce que je conçois comme moi. Vous voyez la différence, hein? Je peux m'en servir comme support de mon identité en pensant à mes yeux, j'ai de beaux yeux, mais c'est pas moi, c'est mes yeux. Hein, c'est le support de mon identité, mais c'est pas mon identité. Donc la vue de l'ensemble destructible, elle est toujours liée en fait au sentiment d'individualité. Hein, ce sentiment d'individualité que l'on a tous, c'est ça en fait. Hein, à partir de nos agrégats, de la saisie que l'on a de nos agrégats, on identifie un je là-dessus. Hein, un je en dépendance des agrégats. On a tous une saisie de l'individualité, de l'individu que l'on est. Et c'est ça le dictat, en fait. C'est ça, en somme. Hein. Le sentiment qu'on a de sa propre personne et de ce qui lui appartient. De ce qui nous appartient. OK ? Ça va ? Qu'est-ce qu'il y a, oui, Sanka ? Il est Xavier, s'il voudrait... Oui, intervenir ? Oui. Ouais. Vas-y, Xavier. J'ai deux petites questions. Oui. Petites. La première, c'est que tu dis l'ignorance est une perturbation mentale. Mais le trajet Terre-Lune, c'est une perturbation mentale ? Non. Non, justement. Voilà. Bah donc, c'est pas une ignorance qui constitue la racine du samsara. Voilà. Ouais. Alors la deuxième, c'est un tout petit peu plus compliqué. Allons-y. Comment dire ? Dans Nagarjuna, dans le traité de la voie du milieu, Oui. il parle justement des yeux et de la vision. Et il dit comment peut-on voir quelque chose qui n'existe pas. C'est pas clair. Comment peut-il exister quelque chose que l'on ne voit pas ? Ah, d'accord. La vision, on ne la voit pas. Donc, elle n'existe pas. Donc, les yeux n'existent pas et tout le tralala. Attends, je finis. Après, avec le lotus du diamant. Oui, en fait, il faudrait rajouter véritablement ou n'existe pas en soi. Hein. Ah, mais on ne peut pas dire exister comme ça. Ouais, ouais. Et c'est tout le charme du sutra du diamant, justement. Hein. C'est qu'il n'y a pas en soi, mais il faut le rajouter à chaque fois. Quoi. Parce qu'un bodhisattva qui avait encore l'idée d'un soi, d'un être humain, on dirait il ne serait un authentique bodhisattva. Exactement. Ouais. S'il a l'idée du soi. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est Merci. Ça, dans le Sutra du Diamant, c'est ce qui est dit. Ok, donc troisième, quatrième, cinquième. Peut-on assimiler la vue de l'ensemble destructible à l'ignorance perturbatrice ? Peut-on assimiler la vue de l'ensemble destructible à l'ignorance perturbatrice ? Oui, hein, on y a répondu un petit peu avant, hein, d'accord ? Pourquoi ? Parce que l'objet conçu est le même. C'est quoi l'objet conçu ? C'est l'existence en soi. Ou le soi, on peut dire ça. C'est l'existence véritable. C'est l'existence en soi. Ou c'est l'existence véritable du soi. Si on dit le soi, ça... Donc c'est le même. Hein. On peut donc assimiler l'instant... Bon, on y avait répondu un peu dans la première question. Hein. Quelle différence y a-t-il entre la vue de l'ensemble destructible et la conception du soi des personnes ? Bon, ça aussi, on y a répondu un peu ce matin, hein, quand même. Hein. Bon, pas la peine de s'attarder là-dessus. Donc la vue de l'ensemble destructible s'élève uniquement par rapport à soi-même en observant le je ou le mien de son propre continuum. La conception du soi des personnes s'applique à toutes les autres personnes distinctes
de soi-même. Okay. Donnez un exemple d'une conception du soi des personnes qui ne serait pas une vue de l'ensemble destructible. Donnez un exemple d'une conception du soi des personnes qui ne serait pas une vue de l'ensemble destructible. N'importe quelle personne qu'on considère, oui, mais bon, donnez un petit exemple. Ok, voilà. C'est bien. Je m'y attendais. Mais pour moi, c'est la vue. Enfin, d'accord. Voilà, Geshe-la. La conception, mais pas Geshe-la simplement. Hein. La conception que Geshe-la existe par sa propre nature. Hein. Ça serait ça. Hein. D'accord ? Pas juste dire Geshe-la. Geshe-la existe. Ok ? Mais donc la conception que Geshe-la a une existence propre, existe par sa propre nature, existe en soi, existe véritablement. C'est la conception de ça. Parce qu'on vous demande l'exemple d'une conception du soi des personnes. Donc c'est la conception, il faut reprendre le terme, que Geshe-le-Den, là, existe par sa propre nature, ou existe par lui-même. 7e. S'il vous plaît, est-ce que je peux poser une question ? Oui. Oui, parce qu'on a eu un débat très intéressant. Oui, ah ben tant mieux. Justement là-dessus. Oui. Avec alors, quelqu'un qui, d'après ses notes, donc du coup, on n'a pas du tout la même compréhension. Par exemple, en exemple, moi j'avais dit un chien, que c'était un cas de conception du soi des personnes qui n'était pas un non-VED. Et du coup, en fait, la nuance en fait, qu'apportait quelqu'un, c'est qu'il disait, si on dit mon chien, du coup, ce serait VED. Et alors, du coup, moi ça ne correspond pas à ma compréhension. Et donc, du coup, c'est le mon qui est pertinent. De bien clarifier. Non. C'est le mon qui est pertinent. C'est ça, la conception de la VED. Hein. C'est le mon, ce n'est pas le chien. Donc, si on dit mon chien en faisant référence à la base qui est le chien, on reste sur du soi des personnes. Oui. D'accord. C'est si on... Alors, du coup, ce serait le fait de mettre un mot, si en fait, on va plutôt sur le fait de renforcer son identité. Mais je ne sais pas trop comment... Oui, on peut dire ça, oui. Ouais. Donc, c'est en fait, dans la nuance se situe là, en fait. Parce que, exactement. Il y avait noté, en fait, c'est comment dire... En voyant le mien ou quelque chose comme ça, en fait. C'est ça a renforcé la VED. Donc, du coup, on était en débat. Ouais, c'est ça. Comme vous l'avez dit. Non, c'est plus clair. C'est clair ? Ça va ? Ouais, pour moi, je pense que c'est clair. C'est pas l'objet, hein, question, c'est l'identification à cet objet. La VED, hein, la vue de l'ensemble destructible. Donc, si on élimine la conception du soi des personnes, est-ce qu'on élimine du même coup la vue de l'existant, de la VED, la vue de l'ensemble destructible? Hein? Oui? Oui, non? Oui, pourquoi? Oui, pourquoi? Ou non? Oui? Parce que la vue de l'ensemble destructible est une partie de la conception du soi des personnes. Voilà, c'est ça. Donc c'était oui. Et pourquoi? Bon. Du coup, moi j'ai une autre question. Alors, oui, parce que il suffit en fait d'appliquer la perception que l'on a à soi-même. Si on a réalisé le non-soi des personnes, il suffit de l'appliquer à soi-même et on réalise du même coup l'absence d'existence de soi, de soi-même. Tout simple. Hein? Non. C'est une sous-partie comme la... Oui, donc voilà, on peut aussi répondre comme ça. Oui, c'est aussi une réponse. C'est une caractéristique ou une sous-partie, comme vous voulez. Il y a plusieurs manières de répondre. Ouais, alors moi, du coup, est-ce que je peux dire ce que moi j'avais compris, parce que je suis partie sur autre chose? Oui, pourquoi pas. Moi, je suis partie du... Alors, j'ai mal sans doute interprété une citation de Nagarjuna, mais qui disait que tant qu'on n'avait pas éliminé
le soi des phénomènes, en fait, automatiquement, la VED reviendrait. Donc, on ne parle pas du soi des phénomènes, là. On parle de la personne. Hein. Des personnes. Ouais, mais du coup, si on a éliminé le soi des phénomènes, des personnes uniquement. Oui. Ben, on et qu'on adhère toujours au soi des phénomènes. Pour moi, automatiquement, en fait, ça. Non, il suffit. Si on a soi des phénomènes, automatiquement, on reviendra VED. Donc, on n'a pas vraiment éliminé le soi des. Si vous avez perçu le non-soi des personnes, il vous suffit ensuite, vous ne le réalisez pas automatiquement, mais il vous faut peut-être un certain temps, après, pas longtemps, pour l'appliquer au phénomène. Et vous réalisez après le non-soi des phénomènes. Mais ça, on va en parler un peu plus tard, je crois. Non, on va voir dans quel ordre ça se passe entre le non-soi des personnes et le non-soi des phénomènes. Ça va venir dans l'enseignement. Moi, j'ai mis non, tant qu'on n'a pas aussi éliminé le non-soi des phénomènes. Quel est le rapport entre l'objet de réfutation et l'objet conçu par la vue de l'ensemble destructible? Quel est le rapport? Quel est le rapport? Quelle est la relation entre eux? Hein? Ça, c'est un peu un petit piège, mais bon. Hein? C'est la même chose. C'est exactement la même chose. L'objet de réfutation et l'objet de réfutation, c'est l'objet conçu par la vue de l'ensemble destructible. D'accord? C'est ça. C'est la même chose. Donc, par exemple, l'existence réelle, l'existence véritable du jeu ou du mien, qui est à la fois donc l'objet conçu par la saisie de l'existence véritable, et c'est aussi l'objet à réfuter. Donc il n'y avait pas... Voilà. Excusez-moi. Oui. Tout à l'heure, la personne sur Zoom a parlé de l'histoire de mon chien. J'ai pas compris, en fait, cette histoire. Mon chien, par rapport à la VED... Ouais. Si c'est le chien, c'est l'absence d'existence. Si on réfute l'existence en soi du chien, on comprend, on réalise l'absence d'existence véritable du chien qui fait partie donc des phénomènes. Hein? Des personnes. Oui, des personnes. Oui, oui. Pardon, des personnes. Ouais. Et si on l'applique à moi, hein, si c'est mon, hein, donc c'est la saisie de l'existence l'absence d'existence véritable c'est la VED. Ok, merci. Donc ensuite, l'objet conçu par l'ignorance qui appréhende un soi. Alors c'était un QCM là. Il y avait 3 réponses dedans. L'objet conçu par l'ignorance qui appréhende un soi. L'objet conçu par l'ignorance qui appréhende un soi existe ultimement. Non. Non. Existe au sein des personnes. Non. N'existe pas ultimement. Oui. L'objet conçu par l'ignorance qui appréhende un soi. C'est quoi l'objet conçu par l'ignorance qui appréhende un soi? C'est l'existence véritable. D'accord? Donc l'existence véritable n'existe pas ultimement. On est bien d'accord. Elle n'existe pas au sein des personnes non plus. L'existence véritable. Hein? Elle n'existe... Des personnes. Elle n'existe pas ultimement. L'existence véritable. L'objet conçu par l'ignorance qui appréhende un soi. Okay? Elle n'existe pas ultimement. Est-ce qu'elle existe conventionnellement? Non. Elle n'existe pas conventionnellement. Non. Est-ce qu'elle n'existe pas? Oui. N'existe pas conventionnellement? Oui. Je viens de le dire. Puisqu'elle n'existe pas conventionnellement. Est-ce qu'elle existe au sein des agrégats? Non.
Bon, vous comprenez pas là. Là, il faut. Là, on voit. Vous avez vu vos limites là. Très bien. Qu'est-ce qui vous gêne là? Alors, l'objet conçu par l'ignorance qui appréhende un soi, c'est quoi? C'est l'existence véritable du soi. Hein? Un soi existant véritablement. C'est ça qu'appréhende l'ignorance. On est bien d'accord, hein? L'ignorance appréhende un soi existant véritablement. Donc ce soi, il n'existe pas ultimement. On vient de le dire. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Il ne peut pas exister ultimement. Il n'existe pas du tout. Il n'existe pas. Oui, d'apostrophe. Non, il n'existe pas ultimement. Il n'existe pas, donc il n'existe pas ultimement. Hein, ouais, et il n'existe pas conventionnellement. C'était ça les trois trucs. Il n'existe pas, donc il n'existe pas ultimement, et il n'existe pas conventionnellement. Ni l'un ni l'autre. Toutes les autres possibilités sont fausses. Il n'y a que ces trois-là qui sont justes. Hein? Non? S'il n'existe pas, il ne peut pas exister conventionnellement, il ne peut pas exister ultimement. C'est ça, ce soi-là. Hein? C'est cet objet conçu par l'ignorance qui appréhende soi. C'est ça qu'il faut éliminer, les amis, hein, pour sortir du samsara. Donc il faut être bien clair avec ça. Hein? Hein? Il n'existe pas. La Geshe-la l'a répété, Valérie aussi, plusieurs fois ce matin. C'est bien ça qui va nous amener à la réalisation. Ce jeu que l'on conçoit de manière, depuis des temps sans commencement, comme étant notre propre identité, comme existant véritablement, c'est ça ce jeu qui est la racine du samsara, qui est l'objet conçu par l'ignorance, il n'existe pas. Basta. Il n'existe pas ultimement, donc il n'existe pas, donc il n'existe pas conventionnellement, il n'existe pas ultimement. C'est tout. Donc il ne peut pas exister au sein des personnes. Hein, tout le reste, il ne peut pas exister au sein des agrégats non plus. Ah ben on avait mélangé un petit peu la terminologie pour que vous... que ça fasse des... Ben oui, que vous un peu compreniez les différents termes. Existe au sein des personnes, c'est quoi? Ben non, il ne peut pas exister au sein des personnes. Parce que la personne, c'est quoi la personne? Elle n'existe pas. Ben non. Simplement désigné, diraient les princes anglicains. Oui, ah oui, c'est ce que j'allais demander. Est-ce qu'il faut préciser là? Non, là, c'est pas la peine. Là. Non, on n'est pas... Mais est-ce que tous les là, c'est un QCM. Oui, mais là, tous les systèmes philosophiques ont ces trois niveaux de réponse, ont ces trois réponses aussi? Oui. Oui. Dans ce que vous avez entendu, qu'est-ce que vous avez retenu comme trait caractéristique des Madhyamika Prasangika par rapport à toutes les autres écoles philosophiques? Qu'est-ce qui distingue? D'après, on n'a pas étudié les 4 écoles encore, hein, donc on ne s'attendait pas à ce que vous nous sortiez toute la liste. Mais juste d'après ce que Geshe-la avait enseigné, juste d'après l'enseignement, d'après ce que vous avez entendu, hein, d'après ce que... Vous ne demandez pas de faire des recherches spécifiques par rapport à ça. Alors là, on pouvait dire plein de choses. Hein, plein de choses. Je vous en donne quelques-unes, quelques réponses possibles. Donc le non-soi grossier des personnes, est aussi bien l'absence d'existence d'une personne permanente, unitaire et indépendante que l'absence d'existence d'une personne autonome et substantielle. Pour les autres écoles, non. Hein. Pour les autres écoles, le non-soi grossier des personnes, c'est l'absence d'existence d'une personne permanente, unitaire et indépendante, alors que l'absence d'existence d'une personne autonome et substantielle, c'est le non-soi subtil. Hein. Pour les Prasangika, il n'y a pas de distinction de grossier et de subtil pour eux. Tandis que les autres écoles font une distinction. Hein. Au ralenti. Le non-soi grossier des personnes est aussi bien l'absence d'existence d'une personne permanente, unitaire et indépendante,
PUI, hein, ça va plus vite. On utilise toujours les mêmes termes. Hein. D'existence d'une personne permanente, unitaire et indépendante, que l'absence d'existence d'une personne autonome et substantielle. PAS. Qu'est-ce qu'on entend par substantiel? Substantielle, qui existe comme une... on a l'impression d'être une substance, quoi, quelque chose qui existe vraiment. Qui existe vraiment, substantiellement. Je sais pas comment. Hein, de manière autonome et substantielle, qu'on peut toucher, quoi. Je sais pas. Hein, Pour les prasangika, seuls les objets d'observation diffèrent, mais la saisie de l'existence intrinsèque ou véritable, c'est-à-dire l'objet conçu, est le même. C'est les objets d'observation qui diffèrent. Mais ce qui est unique, ce qui est pareil, donc pour tous, c'est pour toutes, que ce soit les phénomènes, la saisie de l'existence véritable des phénomènes ou la saisie de l'existence véritable de la personne, des personnes. Donc c'est la saisie d'une existence intrinsèque. Donc ça, c'est pareil pour eux. C'est la même chose. Ce qui diffère, c'est l'objet d'observation, mais pas l'objet conçu. Hein? Objet d'observation, objet conçu. Oui. Répétez, hein, justement. Oui, seuls les objets d'observation diffèrent pour les Madhyamika Prasangika. Hein? La saisie de l'existence intrinsèque, c'est-à-dire l'objet... Il faut faire la différence entre objet d'observation et objet conçu. Vous voyez ? Objet d'observation, c'est ce que vous prenez comme support. Hein, le micro, le coussin, les animaux, tout ce que vous voulez. L'objet d'observation. Les personnes, les phénomènes. Ça, c'est l'objet d'observation. Ce que vous analysez. Et ce que vous concevez, ben, c'est l'existence véritable. On conçoit cette chose comme existant véritablement. Et ça, c'est l'objet conçu. Hein? Donc, il faut bien faire ces différences. Objet d'observation. L'objet d'observation, il n'est pas forcément conçu comme existant intrinsèquement. Si vous avez réalisé la vacuité, d'accord ? Vous prenez un objet d'observation et vous voyez qu'il n'existe pas en soi. Donc, pour les Madhyamika Prasangika, seuls les objets d'observation diffèrent, mais l'objet conçu, c'est la même chose. On conçoit une existence véritable sur tous ces différents objets. Par rapport aux Svatantrika, aux autonomes, les Prasangika, les conséquentialistes, réfutent l'existence intrinsèque ou par ses propres caractéristiques. C'est l'objet de réfutation. Pour eux, il n'y a pas de caractéristiques dans l'objet. On ne peut pas trouver des caractéristiques intrinsèques dans l'objet. Alors que les Svatantrika, il reste quelque chose que l'on trouve. Même s'ils réfutent l'existence réelle, il y a encore il y a du côté de l'objet certaines caractéristiques pour eux. Par rapport aux écoles inférieures, les écoles inférieures considèrent que les phénomènes ne peuvent pas exister en étant... Quand on dit école inférieure, c'est tout ce qui est inférieur au Madhyamika Prasangika. C'est-à-dire depuis les Madhyamika Svatantrika jusqu'au Vaibhashika. Toutes les écoles, les Chittamatra, les quatre écoles. Donc les écoles inférieures au Madhyamika Prasangika considèrent que les phénomènes ne peuvent pas exister en étant simplement désignés. Il n'y a que les Madhyamika Prasangika qui disent que les phénomènes n'existent que par la simple désignation. Et ça, c'est le propre des Madhyamika Prasangika. Pour les autres écoles, les Madhyamika Prasangika vont trop loin. Ils réfutent trop. Ils tombent dans le nihilisme. C'est ce qu'ils leur reprochent, en disant que les phénomènes n'existent absolument pas de manière intrinsèque. Ils n'existent que par la simple désignation. Donc le micro n'existe pas, l'ordinateur n'existe pas.
Nagarjuna, il ne précise même pas véritablement. Bon, c'est évident, quoi. Et ils sont simplement désignés. Si vous cherchez le micro, ben non, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver les parties du micro. Vous n'allez pas trouver le micro. Si vous trouvez quelque chose au-delà de la simple désignation, vous êtes dans l'extrême de l'éternalisme pour les Madhyamika Prasangika. Dès que vous trouvez quelque chose qui existerait autrement qu'en étant simplement désigné, vous êtes dans l'extrême. Donc c'est très haut perché. Il faut donc arriver à le point ultime, enfin le point difficile, le point délicat, c'est justement de ne pas tomber dans le nihilisme, de dire que les phénomènes n'existent pas du tout, quoi. C'est pas ça qu'ils disent. Hein. Ils disent, les Madhyamika Prasangika ne disent pas que les phénomènes n'existent pas du tout. Ils disent qu'ils existent, bien sûr, mais comme simple désignation, en étant simplement désignés. Et donc là, il faut bien faire la différence entre la désignation et la base de désignation. Okay ? Le micro, il est désigné sur une base de désignation. La base de désignation, elle existe. Pour que je puisse désigner un micro, il faut bien que la base de désignation existe. Mais pas d'elle-même. Ah non. Non, ben c'est ça. Si vous cherchez la base de désignation, c'est quoi? Elle existe, mais c'est plein de choses, en fait. Et sur ces plein de choses-là, notre esprit, il met micro. C'est notre esprit qui invente cette existence. Et là, pour lui, ça existe véritablement. Dès qu'on met le nom micro, ça existe véritablement. Et clac, c'est la conception donc, de l'existence véritable. C'est la racine du samsara. C'est l'ignorance perturbatrice, puisque, comme expliquait Geshe-la ce matin, toutes les perturbations mentales vont se greffer là-dessus. À partir du moment où on croit que quelque chose existe, on est légitime d'avoir de la jalousie, d'avoir de l'orgueil, d'avoir de la colère, tout ça, puisque à partir du moment où on voit que ça n'existe pas, toutes ces perturbations, elles tombent, puisqu'on a réussi à comprendre que l'objet n'existait pas. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir des perturbations, de la jalousie, ou autre, puisque on ne peut pas avoir ça sur quelque chose qui n'existe pas. Ça s'écroule automatiquement. Voilà. Donc, expliquer comment on erre dans le cycle et comment on s'en libère. Là, c'est simplement, il faut les retourner un petit peu en arrière dans les 12 liens de la production interdépendante avec, à l'origine, donc l'ignorance. L'ignorance qui est la cause du karma, etc., etc. Donc, pour les éliminer, c'est le mouvement inverse. En éliminant les uns, en éliminant les faits, on élimine aussi la cause. En éliminant la cause, on élimine aussi les faits. Donc, qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y a pas grand-chose, oui. Bon, oui, en tranchant l'ignorance. C'est là où on en est, ce matin, il a dit. Comment s'élève une perturbation comme l'attachement ou l'aversion? Ça, c'était plus facile. Comment elle s'élève? Quel est le processus d'une perturbation mentale comme l'attachement ou l'aversion? C'était concret. Hein, première chose. On attribue une existence intrinsèque. Avant, mais il faut bien avoir un objet, déjà. Il faut qu'un objet vous apparaisse. Il faut qu'un objet ou une personne, personne, vous apparaisse. Donc, dans un premier temps, vous avez un objet qui vous apparaît. Un individu, une chose. Et l'ignorance, à ce moment-là, oui, elle va appréhender sur cet objet, elle va appréhender que cet objet, il existe en soi. Okay. Il a une existence en soi. L'objet apparaît, hop, aussitôt, l'ignorance l'appréhende comme existant par lui-même, substantiellement. Ça, c'est le premier temps. Hein. Dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'il va y avoir? Les projections, les exagérations inappropriées. Hein. Les exagérations inappropriées. Deux possibilités. Si c'est plaisant,
on met des qualités. Si c'est déplaisant, on y voit des défauts. Donc, deuxième temps, donc les exagérations inappropriées prêtent des qualités à cet objet qui est appréhendé comme existant en soi, ou exagèrent ses défauts. Donc, dans un premier temps, l'objet apparaît, l'ignorance l'appréhende comme existant en soi, et ensuite, elle y met toutes les exagérations possibles et imaginables. On pourrait dire, Mazopin, il insiste beaucoup là-dessus, l'objet apparaît et on y croit. Quand on dit l'ignorance l'appréhende comme existant en soi, hein, et on y croit à cela, ça n'a aucun doute. Et ça fait aucun doute, quoi, automatiquement. Dès qu'il y a la vision de cet objet, il y a l'adhésion. Bon, là, qui disent que la première milliseconde, peut-être, il n'y a pas d'existence. On ne l'appréhende pas comme existant véritablement. C'est pratiquement... il y a un petit décalage, peut-être, mais je ne sais pas. J'avoue que pour moi, c'est immédiat. Donner un exemple, une saisie du soi grossier des personnes. Donner un exemple de conception, hein, puisqu'on emploie plutôt le mot conception, du soi grossier des personnes. Je crois que c'est pas la peine. Oui, vas-y. Mais attends. La réponse est pas mal, mais tu vois, Valérie, elle va pas être contente parce que si tu mets pas tous les mots, tu vois, il faut mettre les mots. Si tu dis juste une personne comme ça, il manque quelque chose. Alors la conception. Oui. De l'existence en soi. Voilà. D'une personne autonome. Voilà. Permanente, unitaire et indépendante. Alors la conception d'une personne existant en soi, de façon autonome, indépendante et... Alors là, tu mélanges deux choses. Là. Non, la conception de l'existence en soi d'une personne autonome, indépendante. Non. Ah, non. Permanente, unitaire et indépendante. Apprenez-les bien, ces trucs. C'est parce que ça va faire référence à des écoles. Premier, c'est permanente, unitaire et indépendante. PUI. Pas utilitaire, non. Unitaire. C'est pas un camion. Hein. Indépendante. Et ça, c'est pour l'école. Et l'autre, c'est l'existence d'une personne autonome et substantielle. Autonome, substantielle. Donc, il y a deux cas d'école. Hein. Premier, c'est permanente, unitaire et indépendante. Et l'autre, c'est l'existence d'une personne autonome et substantielle. On verra hein, après ce que ça veut dire. Il vaut mieux déjà bien l'apprendre comme il faut. Donc, croire à l'existence, ou comme tu as dit, conception. Hein, ouais, conception de l'existence d'une personne permanente, unitaire et indépendante, ou croire à l'existence d'une personne autonome et substantielle. Donc ça, c'est bien, c'est ça. C'est la saisie du soi grossier des personnes. Excuse-moi, mais PUI, c'est permanente ou personne ? Permanente. Unitaire, indépendante. Et l'autre, c'est personne autonome, substantielle. Oui, c'est ça. Personne autonome et substantielle. Et permanente, unitaire, indépendante, c'est... Permanente, unitaire, indépendante. C'est pour une personne aussi ? Oui. Oui. Voilà. Quel est l'objet conçu ? 14e. Quel est l'objet conçu par la conception innée du soi des personnes ? Ou qu'est-ce que, si vous voulez le dire autrement, si on ne met pas trop de passif, qu'est-ce que conçoit la conception innée du soi des personnes ? Quel est l'objet conçu ? Mais comment on avait pas mal maintenant. Vous savez ce que ça veut dire maintenant, l'objet conçu. Hein ? L'objet conçu, donc c'est par une conception qu'il est conçu, par la conception ou la croyance innée au soi des personnes. Il y a deux réponses. Est-ce que c'est le simple jeu désigné sur les agrégats ? Non, bravo. Tout le monde est d'accord. Hein ? Sinon, on a réalisé la vacuité.
Est-ce que c'est l'existence véritable? Oui. L'objet conçu par la conception innée du soi des personnes, c'est l'existence véritable. C'est bien ça, hein, l'objet conçu. Okay? L'objet conçu, c'est l'existence véritable. C'est ça qu'il faut éliminer. C'est pas la personne, hein, ou autre chose, ou le chien. C'est son existence véritable. Ensuite, l'absence d'existence de son propre côté. Non. Sinon, vous avez réalisé la vacuité. L'existence de par sa propre nature. Oui. D'accord. La conception innée d'un soi permanent. Non, mais avec un doute, parce qu'on dirait que ça reprend la même chose. Alors. Non, parce que ça serait la conception innée d'un soi permanent. Ce n'est pas l'objet conçu par la conception innée du soi des personnes, pour les prasangika. Non, pour les prasangika, il faudrait dire. Ensuite, 15. Donner un exemple d'une conception acquise de l'existence réelle. Oui, Tolino. Oui. Pour les prasangika, ce n'est pas l'objet conçu par la conception innée du soi des personnes. Hein, c'est la conception acquise. Donner un exemple d'une conception acquise de l'existence réelle. La conception de l'existence. Donner un exemple d'une conception acquise de l'existence réelle. On l'a dit, hein, déjà. Hein? Oui, comme quoi? Un exemple. Concevoir qu'il y a conception acquise de l'existence. À l'existence réelle d'un Dieu créateur? Oui, pourquoi pas. Conception de l'existence d'une personne permanente, unitaire et indépendante, par exemple. Ça, c'est une conception acquise. Seizième, c'était facile. Qu'est-ce qui distingue le non-soi des personnes du non-soi des phénomènes? L'objet, c'est ça. L'objet d'observation est différent, mais l'objet conçu est le même. C'est quoi l'objet conçu? Hein? L'objet, dans ce cas-là, hein, pour le non-soi. C'est l'existence en soi. Oui, c'est l'absence d'existence véritable. Quel est l'objet conçu je veux pas vous... Ouais. L'objet conçu pour l'ignorance, hein, c'est l'existence véritable, hein, d'une personne ou des phénomènes. Mais ici, donc, là, on parle du non-soi. Hein. Donc l'objet conçu par la conscience qui réalise le non-soi, c'est l'absence d'existence véritable. D'accord? Attention à ne pas mélanger soi et non-soi. Hein. L'objet conçu par une conscience qui perçoit le non-soi, donc c'est l'absence d'existence véritable. Ensuite, 17, alors ça c'était hyper facile. D'après l'Amatson Kappa, quel est le meilleur moyen de réaliser la vacuité et de mettre fin à l'ignorance? Est-ce que c'est de méditer sur le non-soi des personnes? De méditer l'impermanence? Non. Non. Le meilleur moyen. J'ai dit le meilleur. Pas tous les moyens, mais attendez. Le meilleur moyen, il n'y en a qu'un. Le meilleur moyen. C'était un peu un petit piège, mais bon, le reste était tellement facile. Le meilleur moyen, c'est de méditer sur la production interdépendante. Tout le reste, c'est bien, mais ce n'est pas le meilleur moyen. Méditer l'impermanence, c'est bien. Méditer le non-soi des phénomènes, c'est bien. Méditer la vue de l'ensemble destructif, c'est bien. Méditer l'aspect repoussant de l'objet d'attachement, c'est bien aussi, mais vous n'allez pas forcément réaliser la vacuité avec ça.
Donc le seul, le meilleur moyen, oui. 18e, dernière. Qu'est-ce qui existe? Rien. Tout. Alors, qu'est-ce qui existe? Le simple jeu désigné. Christian? Oui, Xavier. Je crois que j'ai mis une blague là-dessus. Enfin, une blague. J'ai mis tout est illusion. Ou semblable à une illusion, peut-être. Il faudrait mieux dire. Voilà, exactement. Semblable à une illusion. Je n'ai pas voulu désigner un objet, mais semblable à une illusion, oui. Ouais, comparable. Et je crois que c'est de la maths, je sais pas. Oui, parce qu'une illusion, ça apparaît, mais ça n'existe pas tel que ça apparaît. Donc on peut dire que tout est semblable à une illusion. Alors, qu'est-ce qui existe? Simple jeu désigné. Est-ce qu'il existe? Oui. Est-ce qu'il y en a qui disent non? Oui, pourquoi? Rien n'existe selon les prasangika. Moi, c'est ce que j'ai compris. Rien n'existe pour les prasangika. Non, oui. Voilà, donc j'ai mis non. Qu'est-ce qui existe? Rien. Voilà, ni le non-soi, ni l'existence véritable, ni la conception de l'existence véritable. Comment les choses existent pour les prasangika? Tout existe en interdépendance. Existe comme simple désignation. Comme simple désignation, ok. Donc la réponse est A. Qu'est-ce qui existe? Le simple jeu désigné. Oui, oui. Okay. Le simple jeu désigné existe pour les prasangika. C'est ça qui existe. Il n'y a que ça qui existe. Ou le jeu simplement désigné. Le simple jeu désigné, c'est peut-être pas la bonne formule. Et excusez-moi, tant que j'ai le micro, pour la question 14, c'était quoi les chiffres? C'est B et D, les réponses justes? Pour la 14 il y avait B et D, oui. B et D, ok, merci. C'est-à-dire, j'ai pas mis de lettre. L'existence véritable et l'existence par sa propre. Les mauvaises réponses, hein? Ou les bonnes réponses ou les mauvaises réponses? Les bonnes, de préférence. Oui, les bonnes. Merci. Non, mais. J'ai dit de préférence les bonnes réponses, parce que bon, les autres, ça fume suffisamment. Merci. Pardon. Bon, qu'est-ce qui existe alors? Le jeu simplement désigné, oui, hein? Il existe pour les prasangika, ce jeu. Il n'y a que ça qui existe. Que ce qui est simplement désigné. Donc le simple jeu désigné, oui. L'objet conçu, hein? Ben non, puisqu'il est conçu, oui. Puis c'est une conception mentale. Hein? Il est créé mentalement. Quand on dit conçu, c'est bien qu'il est créé par l'esprit, donc il n'existe pas. Hein? Il est conçu. C'est une création mentale. C'est conçu par l'esprit. Ça n'existe pas. C'est une invention, une hallucination. Qu'est-ce qui existe? La nature propre. Puisqu'elle est désignée. Ah, oui, d'accord. Okay, ouais. La nature propre n'existe pas puisque c'est une création mentale, puisque c'est une conception mentale. Qu'est-ce qui existe? La conception de l'existence véritable. Là, la conception de l'existence véritable. Oui. C'est une conception, donc c'est pas ultime. Donc ça peut exister dans la conception, pas dans l'ultime. Voilà, c'est ça. Donc elle existe. Merci, monsieur. La conception de l'existence véritable existe. Petite question du coup alors. Oui. Moi j'avais noté existence est établie par une perception avérée. Et je me suis dit que étant donné que l'existence véritable c'était faux. Donc du coup l'existence véritable est fausse. Oui. Mais la conception de l'existence véritable. On parle de la conception. Ouais, hein. Mais du coup, pour moi, c'était pas une perception avérée. La conception de l'existence véritable n'était pas avérée. Enfin, ce n'est pas correct. La conception de l'existence véritable, oui, mais ça existe.
Moi, j'aimerais avoir plus d'explications du coup après sur la notion de perception avérée ou pas. Là. Parce que pour moi, du coup, on n'est pas rentré. Quand ça correspondait à une conception, effectivement, enfin mentalement, on le conçoit, mais comme c'est quelque chose comme une hallucination, je me suis dit, c'est pas avéré, donc normalement, c'est pas un existant. Mais je suis pas convaincue, en fait, à ce stade. Je comprends pas complètement. La conception de l'existence véritable existe. Mais l'existence véritable n'existe pas. On peut produire cette pensée-là, mais après, est-ce que... Mais la notion de perception avérée, en fait. Oui. Alors, est-ce que c'est le fait de percevoir que j'ai une pensée, que cette pensée soit correcte ou pas, qui fait que c'est... Enfin, là, elle n'est pas avérée. Elle n'est pas avérée, effectivement. Ouais. Alors, du coup, du coup, je suis pas sûre d'avoir bien compris la nuance. La nuance. Entre l'existence véritable et la conception de l'existence véritable. Non, entre perception avérée ou pas. Pour moi, on n'a pas parlé des perceptions avérées, si. Et si, en fait, elle nous a donné la définition, Valérie. Enfin, moi, je l'ai notée. Par rapport à ça. Et du coup, elle a dit, c'est existence est établie par une perception avérée. Il faut que la perception soit avérée. Donc, moi, j'ai compris. Soit c'est une perception directe, correcte, soit c'est un autre type de perception mentale, mais qui est correcte. Du genre concevoir, je ne sais plus, donne les exemples avec les lapins et des cornes, je crois, ou des trucs comme ça. Ouais. En fait, si je fais une conception d'un lapin à cornes, effectivement, j'ai cette pensée-là, mais elle n'est pas correcte. Enfin, ça ne correspond pas à quelque chose de correct, donc du coup, j'avoue que ce n'est pas clair. Oui, mais la conception, elle existe. Donc du coup, pour moi, j'avais retenu j'avais conçu que du coup, ce ne serait pas une perception avérée, donc pas existante. Je vais voir avec Valérie pour qu'on essaie d'élucider ça. Pour moi, là, du coup, c'est pas... D'accord. Donc l'existence véritable n'existe pas. D'accord. Et le non-soi, est-ce qu'il existe ou pas? Oui. Oui. Non. Ah ben si. Le non-soi, est-ce qu'il existe? Le non-soi d'un objet, oui, parce que c'est une perception avérée. Le non-soi existe, oui. Il faut le réaliser, c'est ça qu'il faut réaliser. Si vous réalisez le non-soi, vous éliminez l'ignorance. Donc, oui, mais le réel et l'irréel existent en même temps. Le réel et l'irréel existent en même temps. Alors... Je ne sais pas ce que tu mets derrière ces mots. Ou plus simplement, comme tu disais ce matin, je ne sais plus comment tu disais. Non, je ne l'ai plus. Le soi et le non-soi. Donc le soi n'existe pas, mais le non-soi existe. D'accord? Ah, comme le être né et non né. Ah oui, oui. Est-ce que c'est la même chose? Être né et non né, c'est-à-dire Ce matin, on l'a dit, né et non né. Oui. Non né par rapport à l'interdépendance, je crois. Qu'est-ce qu'on a dit par rapport au non né? Ça permettrait de réviser, oui. Attends, je vais essayer de retrouver. C'était une citation, je crois. Voilà. Ouais. Oui. Né en dépendance. Oui, c'est ça. Ce qui est né par soi-même n'est pas né. C'est ça. Oui. Ce qui est né par soi-même, en fait, n'est pas né. C'est ça. Ce qui est né en interdépendance n'est pas né de son propre côté. Ok. Donc comprendre que quelque chose existe en interdépendance nous permet de comprendre, de conclure que cette chose n'existe pas par elle-même. Ce qui est né en dépendance est non né parce que non né, c'est non né de par soi-même en fait que ça veut dire. Il faut ajouter. Il
faut ajouter de par soi-même. Donc ce qui est né en dépendance est non né, parce que ce n'est pas né de par soi-même. Ouais, c'est ça l'idée. C'est une citation du Bouddha, je crois. Ce qui est né en dépendance est non né parce que non né de par lui-même. Sache que ce qui dépend de conditions est vide. Celui qui sait cela est attentif. Valérie a dit autodiscipliné. On trouve aussi dans la cite attentif aussi. Bien, il est 18h. Oui, je vais donc le point. Oui, je vais essayer de clarifier le dernier point par rapport à la conception de l'existence véritable. C'est bon? On fait une petite dédicace. Oui. Vous avez le livret. Je sais pas. On fait juste Gewadi. Gewadi enyo doda lama sangen rungene drowa chikyan malepa deye sala John Chu Sam Chu Rimbo Ma Ke Pa Nam Ke Gyuch Ke Pa Nyam Pa Me Pa Yang Gone Gondu Pelwa Yitawarim Poche Ma Ke Pa Nam Ke Gyuche Ke Pa Nyam Pa Me Pa Yang Gone Gondu Pelwa Voilà, donc si on a besoin de volontaires pour mettre la gompa dans l'ordre de puja, inverser les tables, mettre dans le face à face, et puis pour préparer les tsok, on peut faire ça ensemble, c'est sympa. On met des tsok dans des papiers en papier, dans des sacs en papier. Ça prend, plus on est nombreux, plus ça va vite. Faire des assiettes, tout ça, c'est toute une préparation. Donc si vous êtes disponible, bienvenue.